Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir tester vos connaissances sur le chapitre du développement selon Piaget. Et donc pour ce qui est de ce petit quiz, il ne va pas porter sur les opérations formelles. Donc en fait c'est tout simplement le troisième stade selon Piaget, tout simplement parce que j'arrive à comprendre l'idée globale mais je n'arrive vraiment pas à bien expliquer en détail. Du coup c'est pourquoi je vais uniquement me concentrer sur les autres stades. Et du coup, bah oui, je m'en excuse. Et bah sur ce, commençons tout de suite. Donc là, il y a une vingtaine de questions, il me semble. Et on commence tout de suite. Quels sont les trois stades décrits par Piaget et à quel intervalle d'âge correspond chaque stade? Et je viens de voir que j'ai pas pris mon téléphone pour mettre le chronomètre, mais c'est pas grave. Voilà, je vais compter un peu dans ma tête. Donc du coup, on a le stade sensorimoteur qui est présent de la naissance jusqu'à 18 mois à 2 ans. Le stade des opérations concrètes, oui, présent de 2 à 12 ans, qui se divise en période préopératoire et opératoire. Et le passage de la période préopératoire à la période opératoire se passe autour de 6-7 ans. Et pour finir, du coup, c'est le stade que je ne parlerai pas dans ce petit quiz, le stade des opérations formelles de 11-12 ans à 16 ans. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une opération? Et citer les deux types d'opérations présentés par Piaget. Alors, des opérations, ce sont des transformations sur des représentations mentales de l'environnement. Donc, on a une représentation mentale de quelque chose. Par exemple, souvent on prendra l'exemple de la pâte à modeler. Et en fait, on peut faire des transformations de cette représentation mentale. Et donc, on distingue les opérations logico-mathématiques et infralogiques. Et en fait, souvent, enfin, moi aussi, j'avais des difficultés un peu à distinguer les deux. Mais en fait, pour bien distinguer, on peut retenir que les opérations infralogiques s'appliquent dès qu'il y a une mesure, donc que ce soit des centimètres, centimètres cubes pour le volume, kilogrammes pour le poids, etc. Alors que les opérations logico-mathématiques, c'est juste pour, entre guillemets, bah après, je vais venir vous le dire, donc je vais pas de plus m'étaler parce que on va vite y revenir. Alors du coup, là, on passe à la conservation. Et un enfant identifiant l'élément conservé à n'importe quelle opération a-t-il atteint le stade opératoire? Donc quand je dis n'importe quelle opération, eh bien, encore une fois, je présenterai les différentes opérations possibles dans quelques questions. Et du coup, oui, car le stade opératoire consiste à être capable de comprendre la réversibilité, condition aussi indispensable à la conservation. Donc la réversibilité, c'est quand on fait une opération, qu'on comprenne que une part de cette opération, enfin qu'il y a eu une constante dans l'opération, qui fait qu'on peut revenir à l'état initial. Voilà. Alors oui, aussi pour la conservation, on a besoin la- les enfants ont aussi besoin de la capacité d'identité, qu'ils appellent ça. Donc c'est tout simplement de savoir que un objet reste toujours le même si on ajoute ou si on n'enlève rien. Même, quelle que soit la transformation, ça reste le même objet. Et pour le stade opératoire, il a aussi besoin de se décentrer, donc capacité de décentration, au sens où il peut voir l'objet dans toutes les perspectives, pour bien voir le détail de la situation. Donc un peu prendre du recul et bien observer sous plusieurs angles, entre guillemets. Alors, ensuite, quels sont les différents types de conservation possibles et à quel âge... euh, Attendez. Ah oui, à quel âge l'identification de chaque invariant apparaît-elle? En fait, identification de chaque invariant, ça correspond à l'élément qui est conservé dans la transformation. Alors du coup, on a différents types de conservation. Donc on a la conservation du nombre qui se passe vers 6-7 ans, conservation de la matière et de la longueur autour de 7-8 ans, conservation du poids 9-10 ans et conservation du volume 11-12 ans. Donc souvent il y a différents tests qui sont effectués. Notamment il y avait le test avec les jetons. Donc pour le nombre vers 6-7 ans, en fait il y avait un nombre de jetons, mais on les écartait,
on les rapprochait pour faire croire que la ligne était plus longue, plus courte, mais le nombre restait le même. Euh, pour la matière, c'est par rapport à la pâte à modeler, quelle que soit la forme de la pâte à modeler. Si au début les deux boules étaient équivalentes, peu importe la forme, par exemple qu'on fasse des petites billes ou une saucisse, il restera la même quantité de matière, quoi. Donc 9-10 ans pour le poids, c'est pareil avec par exemple une balance, de la pâte à modeler, si on fait différentes formes et qu'à la base elles avaient le même poids, peu importe la nouvelle forme créée, le poids restera le même. Et donc pour le volume, c'est le volume qui. Donc notamment c'était avec lorsqu'on met des petits volumes d'acier dans l'eau, enfin d'acier ou de minéraux, par exemple du cuivre ou de l'aluminium, peu importe son poids, en fait là c'est le volume qui compte qui va faire monter le niveau d'eau, donc le volume elle-même, que ce soit pour 1 cm3 de cuivre ou 1 cm3 d'aluminium, ça n'a pas le même poids mais c'est le même volume, et c'est ça qui compte dans la montée, quand on le dépose dans un récipient, la montée de l'eau. C'est ce volume-là qui est conservé. Et du coup pour la longueur, c'était pareil, on modifiait un peu la longueur de telle sorte qu'on croit que ce soit plus court, mais la longueur, l'enfant doit comprendre que elle est conservée pour avoir en fait ce stade opératoire. Ensuite, comment Piaget nomme-t-il cette différence temporelle d'acquisition des conservations? Parce que on voit bien, selon le type d'exercice, le type d'opération, on voit bien que tout n'est pas acquis au même âge, loin de là. Et donc, comment nomme-t-il cette différence temporelle d'acquisition des conservations et comment l'explique-t-il? Alors en fait, il appelle cette différence temporelle d'acquisition le décalage horizontal. Et donc, il explique par l'utilisation dans certaines épreuves, donc qui seraient peut-être un peu plus complexes, notamment le poids et le volume, euh, l'utilisation de l'intuition en utilisant les propriétés perceptives de l'objet et non pas en raisonnant. Donc en fait, c'est vraiment une sorte de passage de l'intuition au raisonnement, donc l'intuition qui est principalement utilisée au stade préopératoire, donc vers 4-5 ans. Et donc là, petit à petit, il faut au maximum passer au raisonnement, et suivant la difficulté de l'épreuve, en fait, suivant ce qui est transformé dans l'épreuve, ou plutôt conservé, ce passage au raisonnement ne va pas se faire aussi rapidement, aussi simplement, pas aussitôt, quoi. Donc maintenant, on passe aux opérations logico-mathématiques, et quelles sont les trois structures construites au début du stade opératoire. Donc en fait, c'est trois types d'opérations logico-mathématiques globalement. Donc on a la classification, qui est aussi nommée la catégorisation, la sériation et le nombre. Les trois se développent au même moment, donc souvent c'est au tout début du stade opératoire, donc vers 6 ans. Et même avant, il me semble, mais c'est pas du tout développé, ça commence vraiment un tout petit peu avant, donc, euh, mais bon, ça devient vraiment efficient au stade opératoire, quoi, donc pas avant 6 ans. Et au même moment, enfin ils se développent tous à même moment, mais le nombre plus complexe s'appuie sur les deux autres structures. Autrement dit, pour savoir appliquer le nombre, donc en gros compter, il faut déjà maîtriser la classification et la sériation. Donc quelle est la différence entre une collection figurale et non figurale? Donc là, la collection, je rappelle, c'est quand on fait des tas de divers objets. Alors du coup, une collection figurale consiste à trier différents objets de façon à créer quelque chose de concret. Donc par exemple, avec des enfants de 2 à 4 ans, donc là qui sont en pleine période préopératoire, si on leur distribue des triangles et des cubes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les trier de sorte à ce qu'ils construisent des maisons avec. Donc ils vont faire un triangle, un cube, hop, ça fait une maison, enfin plutôt une pyramide et un cube, hop, ça fait une maison, etc., etc. Alors qu'une collection non figurale, ça consiste à regrouper les différents éléments selon leur qualité. Donc typiquement, on fait le tas de cubes, le tas de pyramides, et ça apparaît lorsque l'enfant a autour de 5-6 ans. Donc lorsqu'il commence petit à petit, lorsqu'il y a la petite apparition du stade opératoire qui commence petit à petit à venir. Alors ensuite, qu'est-ce que la compréhension et l'extension de la classe? Donc là, on va dans les termes un peu techniques. D'ailleurs, je trouve que c'est très technique, alors que finalement, je trouve que c'est plutôt simple à expliquer.
Enfin, c'est technique, mais c'est simple. C'est un peu spécial. Alors en fait, la compréhension de la classe, c'est la capacité pour l'enfant de reconnaître les points communs entre les différents éléments d'une classe, et aussi les différences, alors que l'extension de la classe, ça correspond à l'ensemble des éléments qui peuvent entrer dans une classe. Donc là, typiquement, j'ai fait un petit exemple avec un table, avec trois tas. Et donc là, ce que l'enfant doit comprendre, donc la compréhension de la classe, c'est que là, ils sont rangés en fonction de leur couleur et non de leur forme. Même si à chaque taille, il y a une forme qui est majoritaire. Donc là, typiquement, au bleu, il y a deux carrés, au rouge, il y a enfin, deux ronds, et au vert, il y a deux triangles. Après, si vous voulez imaginer en 3D, ça ferait pyramide, cylindre et cube. Et en fait, l'extension, c'est tout ce qui pourrait aller dans cette catégorie. Donc typiquement, à gauche, dans le bleu, c'est tous les éléments bleus qui pourraient rentrer à l'intérieur. Et donc là, c'est là où la compréhension est là. Donc c'est pas en fonction de leur forme que c'est trié. Donc là, on voit bien une sorte de prise en compte des différences. Et ce qui n'est pas pris en compte dans la classation. Donc là, la forme n'est pas prise en compte, mais la couleur uniquement. Et donc là, s'il y a un nouvel élément, par exemple un triangle bleu qui vient et qu'on demande à l'enfant de le classer, et ben, ce qu'il devra prendre en compte pour bien comprendre l'extension, c'est qu'il devra forcément aller au tableau parce que ça correspond à la couleur et ce tas a une extension comme quoi il peut accueillir euh, toute forme bleue en fait. Contrairement par exemple au tas vert, car tout simplement il n'est pas la même couleur. Même s'il y a une majorité de triangles, ce n'est pas selon la forme, mais bien selon la couleur que c'est trié. Alors ensuite, qu'est-ce que l'épreuve d'inclusion de classe? Donc avec Piaget, c'était l'exemple des marguerites, des roses et des fleurs. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pour ceux qui ont eu le courage de lire ce, ce cours, en fait, vu qu'on même pas, on l'a pas fait en amphi, elle nous l'a juste donné, mais il y avait juste un petit récapitulatif, il me semble. Je me souviens plus très bien. Alors du coup, l'épreuve d'inclusion de classe, cette épreuve, en fait, elle consiste à demander à l'enfant de comparer un ensemble appartenant à un tout avec son tout. Donc là, il y a l'exemple, typiquement, il y a 5 chiens, il y a 5 chats, et ils appartiennent tous à la classe du coup des animaux, et on demande est-ce qu'il y a plus de chiens que d'animaux. Donc là, il y a une sorte de coordination entre la compréhension et l'extension, où l'enfant doit comprendre en fait que l'ensemble des éléments appartenant à la catégorie chien appartient à la catégorie des animaux. Donc là, il y a une subordination, qu'on appelle ça. Et idem pour les chats, si on demande s'il y a plus de chats que d'animaux, l'enfant doit comprendre qu'en fait, les chats, la catégorie des chats appartient à la catégorie des animaux. Donc là, on appelle ça du coup la subordination. Alors ensuite, vers 7-8 ans, quelle nouvelle catégorisation sont capables de faire les enfants? Là, ils sont capables de créer des classes logiques qui ne reposent plus sur leur perception. Donc parce qu'avant, on triait suivant ce que vous voyez, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est telle couleur, ça c'est telle couleur, et puis on classait suivant notre perception. Et du coup, pour cela, les enfants doivent faire preuve d'abstraction et de généralisation. Donc là, j'ai pas vraiment d'exemple de qu'est-ce qu'ils pourraient trier selon leur perception. Donc ils pourraient, je sais pas, trier par exemple par rapport à leur goût. Donc typiquement les aliments que j'aime et les aliments que j'aime pas, peut-être. Peut-être que ça serait un exemple, mais je ne sais pas trop, je n'ai pas vraiment d'exemple là-dessus. Il me semble que il n'y en avait pas qui était donné dans le, dans le, dans le cours, tout simplement. Alors, en quoi consiste... Donc maintenant, oui, on passe... alors le S, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Le S, c'est la sériation, c'est bon. Et du coup, en quoi consiste la constitution d'une sériation d'objets? Donc là, on a un petit peu changé de partie. Donc on est passé euh, de la catégorisation à la sériation. Alors du coup, la sériation d'objets consiste à les trier suivant une caractéristique qui les distingue. Par exemple, la taille ou le poids.
un classement par ordre croissant ou décroissant est effectué. Donc typiquement, il y avait l'exemple des bâtons qui étaient tous 10 bâtons de taille différente, et puis on devait tous les classer, enfin l'enfant doit les classer du plus petit au plus grand. Donc là, c'est ordre croissant. Alors à partir de quel âge la sériation devient opératoire? Et donc là, ça dépend en fait tout simplement de ce qu'on va mettre en sériation. Donc c'est 6-7 ans pour la taille, mais 2 ans plus tard pour une sériation sur le poids, et c'est les deux principales sériations qui sont étudiées, il me semble. Ensuite, donc là, on passe du coup là au nombre. Quel système logique doit acquérir l'enfant pour savoir compter? Et donc là, c'est le système cardinal qui permet de savoir la quantité. Et le système ordinal, donc globalement, c'est pour savoir l'ordre, le bon ordre des nombres, appris à partir de deux précédentes structures. Donc c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a sériation et catégorisation qui permettent vraiment euh, à l'enfant de mieux en mieux euh, comprendre le nombre et donc potentiellement après bien savoir compter. Donc quelles règles sur les nombres permettent de donner ces deux systèmes? Donc là, il y avait trois règles. Alors un nombre est une entité distincte des autres. Chaque nombre dans la chaîne numérique est inclus dans le suivant. Donc par exemple, 2 est contenu dans 3, 3 est contenu dans 4. Et ce qui fait qu'un nombre de la chaîne numérique est ordonné par rapport aux autres. Donc autrement dit, lorsqu'on fait 1, 2, 3, 4, chaque fois on va d'un rapport croissant, donc de plus en plus grand. Et à chaque fois, voilà, le nombre précédent est inclus dans le suivant. En quoi consiste l'action de compter selon Piaget? Donc là, encore une fois, compter, on peut penser ça de façon un peu simple, mais Piaget, il va dans la définition complexe avec des termes bien spécifiques. Ce qui fait que le groupe Piaget, euh, bah, j'aime pas trop. Je sais pas si vous appréciez, mais franchement, Piaget, il me remplit la tête, quoi. Alors, il s'agit d'appliquer une correspondance terme à terme entre un objet et un nombre. Le résultat obtenu s'appelle le cardinal. Donc, par exemple, on a, je sais pas, on a 10 peluches. Donc, tu mets chaque nombre à une peluche. Donc, toi, tu la peluche 1, peluche 2, peluche 3. Et à la fin de ton tas, tu as la peluche 10. Et donc, le 10, ça correspond au cardinal. Et donc, le cardinal, c'est la quantité de peluches qu'il y a dans ton tas. Voilà. Donc, c'est sûr, pour ça, faut pas. Typiquement, il y a des types d'erreurs que les enfants ne prennent plus faire. Donc, c'est pas sauter un nombre, pas passer deux fois sur le même. Pas donner deux fois le même nombre à la même peluche, etc. Alors ensuite, là, on passe à l'opération infralogique, donc quelques questions, il me semble, puis après ça sera fini. Quelles sont les deux principales sources d'opérations infralogiques mesurées par Piaget? Alors en fait, Piaget s'intéresse principalement à l'application d'opérations sur l'espace et le temps. Donc l'espace, par exemple, même les volumes. Le volume, ça reste une opération sur l'espace. Même la longueur aussi. Après le poids, je crois que le poids, ça appartient pas trop à l'espace, le poids. Hop. Donc quelles sont les trois étapes pour construire l'espace mentalement? Donc en fait, il y a différentes étapes pour que l'enfant apprenne à bien représenter mentalement l'espace. Donc tout d'abord, on a l'espace topologique où en fait, pour représenter l'espace, l'enfant est centré sur soi. Ensuite, il y a le projectif où il est capable de se centrer sur autrui, pour par exemple savoir que un objet devant lui peut être derrière une personne qui est face à lui. Et euclidien, donc là, c'est carrément sous la forme de mathématiques. Et ce troisième espace permet de donner différentes caractéristiques sur un espace ou les objets contenus à l'intérieur, notamment la distance entre deux objets, le volume contenu dans un tube par exemple.
Ensuite, quelle tâche mise en place par Piaget permet de savoir si un enfant est dans la phase d'espace topologique ou projectif? Donc centré sur soi uniquement, ou est-ce qu'il est capable de se centrer sur autrui? Enfin, d'avoir un espace centré sur autrui. On l'avait déjà vu en L2, je m'en souviens. Et en fait, c'est la tâche des 3 montagnes où l'enfant doit être capable de prendre le point de vue d'une poupée face à lui pour répondre correctement. Donc en fait, il me semble que du point de vue de l'enfant, il faut 3 montagnes, mais s'il se met du point de vue de la poupée, il en voit que 2. Donc pour bien répondre, enfin la question c'est typiquement combien la poupée voit de montagnes, bah, la bonne réponse c'est 2. Alors une petite dernière pour le, pour le temps tout simplement. Comment mettons en évidence la bonne représentation mentale du temps chez un enfant? Donc là encore une fois un petit paradigme entre guillemets. Et du coup, on peut utiliser différentes images d'un même événement à classer. Donc typiquement, il peut y avoir différentes images où on voit, par exemple, moi j'ai imaginé cet exemple, le déplacement d'une personne, où au début, on voit la personne qui marche de gauche à droite. Première image est tout à gauche de l'image. Ensuite, elle est de plus en plus vers le milieu, jusqu'à ce qu'à la fin, elle soit tout à droite de l'image. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ce que je suis en train de dire. Et du coup aussi, cette épreuve, donc après, l'exemple sur le cours, euh, c'était avec l'écoulement de l'eau entre deux récipients. Donc en gros, petit à petit, si l'enfant classe bien, petit à petit, en fait, le récipient dans lequel on verse l'eau est de plus en plus rempli. Et du coup, cette épreuve nécessite l'utilisation de la sériation et de la classification. Donc autrement dit, il y a peut-être des images un peu pièges qu'il ne faut pas mettre dans cet ordre, enfin, qu'on ne doit pas classer, quoi. Et donc du coup, juste pour finir un petit peu sur la vidéo, voilà, j'ai juste fait un tout petit résumé en fait des euh, différentes opérations possibles. Donc en fait, le stade opératoire, c'est tout simplement du coup de 6 vers 11-12 ans, qui permet du coup des opérations logico-mathématiques ou infralogiques. Euh, les opérations logico-mathématiques vont permettre la sériation et la catégorisation. Cette sériation et cette catégorisation vont permettre la compréhension du système cardinal et ordinal, et ainsi pouvoir favoriser l'apprentissage, enfin, tout simplement, l'enfant va pouvoir compter correctement, et utiliser le nombre correctement. Et pour l'infralogique, c'est principalement l'espace et le temps qui est utilisé, et pour l'espace, on avait les 3 petites étapes, topologique, projectif et l'espace euclidien. Et bah voilà, c'est tout pour pour ce petit quiz. J'espère qu'il vous sera utile. C'est vrai que Piaget, je trouve que c'est plutôt complexe et malheureusement, je vais pas faire du coup sur le stade des opérations formelles. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.